Salutationalisation! Il arrive des fois que la réalité dépasse la fiction et dans cette vidéo, je vous le prouve en vous expliquant comment une simple série télé a pu sauver la vie d'un homme innocent. Aujourd'hui, on va tester un concept de vidéo un petit peu plus court où on va parler de l'histoire du cinéma et des médias et des histoires incroyables qui peuvent en découler. Et aujourd'hui, je vous propose un mélange entre série, comédie et true crime pour vous montrer à quel point des fois la réalité peut être tordue. Et donc, comme d'habitude, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me le dire et à vous abonner et activer la cloche si ce n'est déjà fait. Sur ce, c'est parti pour la série qui a su sauver une vie. Le contexte. Tout commence en 2003 à Los Angeles quand une jeune femme du nom de Marta Puebla, 16 ans, est retrouvée morte. On trouve son corps inerte et mort plein de balles à un carrefour. Les enquêteurs pensent qu'elle passait la soirée avec sa famille et que pour une raison ou pour une autre, elle serait sortie de chez elle pour pouvoir parler à quelqu'un. N'ayant été hors de chez elle que quelques secondes avant le méfait, l'homme est vu en fuite et identifié par des témoins. On parle d'un homme hispanique âgé entre 19 et 25 ans de taille moyenne. Certains témoins le décrivent aussi avec une petite moustache et des cheveux noirs et courts. La police finit par retrouver le présumé meurtrier du nom de Juan Catalan, un homme de 24 ans, et il l'arrête dans le parking de son travail. Ce qu'il faut savoir sur l'histoire, c'est que Juan, il a une famille, une femme et une fille, mais il a aussi un frère qui a été appelé à comparaître devant le tribunal, et que dans cette affaire devant le juge, Marta a témoigné contre le frère de Juan. Juan lui-même ayant été présent au procès, les enquêteurs pensent qu'il a tué Marta pour se venger de l'affront envers son frère. Et ce qui va vraiment pas aider Juan, c'est qu'il a déjà un dossier chez la police. Si aujourd'hui, il vit une vie relativement tranquille, quand il était jeune, il a de nombreuses accusations fondées de vol de voiture avec son frère Mario. Donc c'est parfait pour la police, ils ont un suspect tout trouvé qui a un mobile et un passé criminel. À l'exception d'un petit détail, Juan est bel et bien innocent. Et laissez-moi vous dire que cette innocence va être infernale à prouver. Le procès. Nous disions donc, Juan est accusé du meurtre d'une adolescente de 16 ans pour une histoire de vengeance. Alors que lui-même a un passé criminel et un très bon mobile. Le tout évidemment alors que les descriptions physiques de l'agresseur ressemblent bel et bien à Juan et je ne parle même pas du portrait robot, regardez-moi ça, c'est son portrait craché. Ça va donc très mal pour Monsieur Catalan et pourtant autant au procès que pendant le processus d'interrogation, il ne bougera jamais de sa position. Juan est innocent. Et il a plutôt intérêt à l'être parce que rappelez-vous, on est à Los Angeles en 2003. Ça veut dire que si Juan est reconnu coupable de ce meurtre, il peut recevoir la peine capitale et donc être exécuté. Et c'est sûrement ce qui va arriver parce que la procureure chargée de l'affaire, c'est autre que Beth Silverman, une sauvage. Elle est surnommée la sniper dans le milieu pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais perdu une affaire au niveau criminel, ni une affaire impliquant une peine de mort. Sans parler du fait qu'elle a la réputation d'adorer envoyer les condamnés dans le couloir de l'exécution. Et cette charmante madame, elle est convaincue de la culpabilité de Juan Catalan et compte bien l'envoyer à l'exécution, encore une fois pour une histoire de réputation, mais aussi pour préserver son record. C'est simplement horrible. On croirait presque que ça a été écrit pour un film. Et Juan, il est terrifié. Tu ne sais jamais c'est quoi la peur avant d'entendre un homme adulte hurler à l'aide, déclarera Juan par rapport à son transfert dans une prison à sécurité maximale. Évidemment, Juan, il aura besoin d'un avocat. C'est là qu'il engage Todd Melman, un contact de son cousin. Mais c'est aussi là que le premier espoir se dessinera pour Juan. Les alibis. À leur première rencontre, Melman va demander à Catalan ce qu'il faisait le soir du meurtre, évidemment, et il se trouve que Juan, il a un bon alibi. Évidemment, se rappeler qu'est-ce qu'on a fait exactement 3 mois plus tôt, c'est assez difficile, mais Juan réussira à se remémorer le fait qu'il était au Dodger Stadium pour assister à un match de baseball avec sa fille et ses amis. Et vous le croirez pas, mais sa femme a pensé à garder les billets. La fille de Juan, étant encore une jeune enfant, sera amenée devant le tribunal et elle déclarera que son père l'a bel et bien emmenée au stade, qui lui a acheté des cartes de baseball, des bonbons et de la crème glacée. Malheureusement, comme le monde est un endroit à chier, l'alibi, les témoignages et les billets ne suffiront pas à innocenter Juan aux yeux du juge. Son avocat a même réussi à retrouver Juan sur les vidéos officielles du match, mais ça ne suffit toujours pas parce que la résolution de la caméra est trop basse. Mais chose impensable, l'avocat a quand même retrouvé Catalan au match parmi les 27 000 personnes présente. Avec toutes ces preuves, mais toujours insuffisantes, on croirait Juan perdu. Et pourtant, la résolution. À force de se remémorer cette nuit, Juan pense à quelque chose pendant le match. Il se souvient d'avoir vu un homme faire de grands gestes bizarres pendant la partie de baseball et de monter et descendre les gradins à répétition. Il dit aussi avoir vu un taux fort de gardiens de sécurité présents au match.
Et allez savoir pourquoi, mais Juan, il décide d'assumer que c'était le tournage d'un film ou d'une série. Todd, qui à ce moment-là est officiellement déclaré comme meilleur avocat de tous les temps, va décider de contacter le département des ressources publiques du stade pour leur demander si oui ou non une compagnie de production était présente à ce match spécifiquement. Et ben devinez quoi, Juan, il avait raison parce que HBO était présent au match. Plus précisément, ils étaient en train de tourner un épisode de Curb Your Enthusiasm. Melman va donc demander à la production et à Larry Davis, la star du show, de lui montrer les rushs qu'ils ont tournés ce jour-là. Ce qui est assez problématique parce que si vous connaissez HBO, vous savez qu'ils ne laissent pas n'importe qui regarder leur footage. Et Larry David, qui après avoir entendu cette histoire devient passionné par le déroulement du procès de Juan, déclare que oui, Melman peut visionner les 8 cassettes qu'ils ont pu tourner ce jour-là. Et là, c'est là que l'impensable se produit. Je sais que vous assumez qu'on peut voir Juan dans le background pendant une milliseconde, mais non. Je vous ai dit que pendant le match, Juan est allé acheter des bonbons et de la crème glacée avec sa fille. Eh bien, figurez-vous qu'au beau milieu d'une prise, Juan était en train d'acheter la nourriture avec son enfant et que le gardien de sécurité a fait une exception et l'a laissé retourner à sa place. C'est un assistant réalisateur qui lui a permis de traverser le tournage, malgré le fait que ça aurait pu ruiner la scène. Si vous savez quoi que ce soit sur le monde du tournage, vous savez qu'on ne ruine pas une scène intentionnellement, surtout à la télé où le temps est précieux. Mais cet assistant réalisateur a fait une exception et c'est cette exception qui permettra de pousser le procès. On voit clairement Juan traverser le champ de vue de la caméra pour reprendre sa place. Il croise même la route de Larry David. À ce moment-là, Melman, l'avocat, il saute littéralement de sa chaise, il continue de regarder et il se trouve que Juan est présent sur 2 cassettes supplémentaires. Selon Juan, quand il a confronté son avocat et lui a demandé s'il avait des résultats, il aurait simplement répondu « Dude, tu es sur les cassettes ». Alors là, Melman présente les nouvelles évidences et c'est toujours pas assez pour innocenter Juan. Le juge et la procureure estiment qu'il aurait eu en masse le temps de quitter le stade et de commettre le meurtre. Par contre, ces nouvelles preuves réussissent à adoucir l'affaire et à leur gagner du temps que Melman va utiliser pour réfléchir. Et il se rappelle de l'affaire O.J. Simpson et de comment c'est maintenant possible de retracer un appel téléphonique. On est en 2003, hein, les téléphones cellulaires et le monde de la téléphonie en général, ben c'est pas encore ça. Alors, ils parviennent à démontrer qu'à 22h12, Juan a bel et bien passé un appel dans le parking du stade et donc qu'à 22h32, il ne pouvait pas être en train de tuer la victime. Alors, Juan, il est finalement innocenté, il peut retrouver sa petite vie de famille et les détectives qui étaient en charge de l'affaire ont été barrés de la police criminelle pour avoir bâclé le travail et c'est ainsi que le FBI reprendra l'affaire. Il se trouve que le vrai meurtrier, c'est juste un autre gars random qui avait absolument rien à voir avec l'affaire du procès du frère de Juan. Et maintenant, imaginez si l'épisode de la série n'avait pas été tourné à ce moment-là, à cet endroit-là, ou si l'assistant réalisateur avait fait son travail et n'avait pas laissé Juan retourner à sa place. From getting the tickets on the day of to being caught on camera, well, what are the chances that out of 58,000 seats, they're filming on my aisle? C'est une chaîne d'événements qui aurait pu ne jamais conduire au fait d'analyser l'appel téléphonique. Et c'est comme ça qu'une simple série télé a pu sauver la vie d'un homme et lui éviter la peine capitale.